Salut, face à Pierrot, c'est parti. Première question de Bertrand Courcel. Salut Pierrot, penses-tu que les jours de Laurent Blanc soient comptés? Bah écoute, le problème de Lyon, c'est que ça marchait pas avec Rudy Garcia, ça marchait pas avec Peter Bosz, ça marche pas avec Laurent Blanc. Donc au bout d'un moment, quand ça marche jamais avec personne, il faut se poser les bonnes questions et se demander si le problème n'est pas ailleurs. Je pense que... Alors le problème, c'est que le match contre Strasbourg, c'est vraiment une question de malchance. Ils ont tellement dominé en deuxième période qu'ils auraient mérité de gagner. Mis à part l'inefficacité, il n'y a pas grand-chose à leur reprocher, mais les matchs précédents, il y avait un manque d'implication et un manque de physique qui était patent. Je pense que sur le plan physique, ça tend quand même à s'arranger, mais il est évident que au niveau de l'efficacité et que l'équipe elle est pas complète quoi. Il manque des joueurs clés à des postes clés. Elias Recham me demande, on connaît ton amitié avec Marc Keller. Le penses-tu capable de quitter le Racing Club de Strasbourg pour présider la FFF? Sinon, qui verrais-tu pour succéder à Le Gret? Je pense qu'il est un peu tôt pour parler de succession de Le Gret. Je rappelle que pour l'instant, il n'est que mis en retrait. Il va falloir attendre les résultats de l'audit pour savoir la suite que ça va donner. Je pense que dans tous les cas, si Le Gret ne devait pas revenir, ce qui est le plus probable, Philippe Diallo garderait la présidence par intérim jusqu'aux prochaines élections. Voilà. Que Marc Keller soit intéressé par ce poste, pourquoi pas, mais je rappelle qu'il est actionnaire majoritaire du Racing Club de Strasbourg et qu'à ce titre, il doit vendre, que le club joue le maintien, donc c'est pas le plus facile comme période pour vendre. Donc voilà, oui, il pourrait être intéressé dans l'absolu, mais surtout s'il était libre, ce qui n'est pas le cas. Question suivante, elle est de Rudy Paulet. Salut Pierrot, penses-tu que le LOSC va revenir? Le match contre Troyes était très intéressant parce que sur pas mal des derniers matchs, Lille avait un gros problème de finition. La qualité du jeu était très bonne, mais ça marquait pas de but. Là, l'incorporation de Bayo avec Jonathan David a évidemment changé beaucoup de choses. Les deux joueurs ont mis 4 buts. Alors c'est vrai que l'opposition sera pas toujours aussi faible pour le LOSC, mais c'est peut-être une esquisse de progression. De toute façon, en termes de qualité de jeu, Lille est largement dans les 5 premiers de Ligue 1. Elsace Boy me dit, nous voilà à mi-saison. Quelle équipe t'a le plus impressionné, déçu? Quelle est la révélation de cette phase allée? Quel est le meilleur gardien de but de Ligue 1? Alors la dernière question, je te vois venir puisque tu es de Strasbourg. Et effectivement, Matsel, c'est un candidat tout à fait crédible au titre de meilleur gardien. En plus, c'est vrai que cette année, il se fait pas mal canarder et qu'il a donc beaucoup d'occasions de se mettre en valeur. Maintenant, je pense que Brice Samba aussi dégage une assurance et une nonchalance assez incroyable, tout sachant qu'Alban Lafont se maintient quand même à un très bon niveau. L'équipe qui m'a le plus impressionné, honnêtement Marseille. Parce que je trouve que il y a une sorte de football total prôné par Tudor. On a vu tellement de fois cette année des buts avec un centre du piston droit pour le piston gauche ou inversement. Voilà, c'est pas toujours d'une clarté tactique gigantesque, mais j'ai l'impression que c'est pas d'une clarté tactique gigantesque non plus pour l'adversaire. Donc très impressionné par Marseille. Et déçu, je pense que l'équipe qui me déçoit le plus, c'est Montpellier, parce que
Je trouvais qu'ils avaient fait un recrutement intelligent et je pensais qu'ils pouvaient progresser par rapport à l'année dernière et là, au contraire, ils sont en perdition. Alex Nissa du 06 me demande: Digard assure l'intérim après le limogeage de Favre. Doit-il profiter des 15 jours de match pour prendre un entraîneur afin de préparer l'Europe au mois de mars et surtout la saison prochaine? C'est compliqué parce que Digard a bien fait sur ces 2 matchs. Ils ont mis 6-1 à Montpellier, ils ont fait un nul à Reims. C'est pas facile de faire nul à Reims cette saison. Voilà, je pense que le projet d'Ineos, pour l'instant, depuis que ce club appartient à Ineos, ils ont tout faux. Ils achètent très cher des jeunes joueurs. On dirait un club qui veut faire du trading, alors qu'on sait que c'est pas leur vocation. Leur vocation, c'est de titiller le PSG dans 2 ans, dans 2-3 ans. On n'en prend pas le chemin. Il va falloir quand même investir beaucoup plus. Voilà. Maintenant, est-ce que si l'équipe est de beaucoup plus haut niveau, ils estimeront que Digard est l'homme de la situation? C'est les choses à faire. Mais enfin, Digard était un joueur de caractère. Je vois pas pourquoi ce serait pas un entraîneur de caractère. Katia Banmorf me demande: salut Pierrot, que penses-tu de la nouvelle défaite de Lyon face à Strasbourg, du pétage de plomb de Toko et Cambi et de la venue de John Textor? Quel est le problème à Lyon? Il y a eu beaucoup de questions sur Lyon ce week-end. Je pense que la défaite contre Strasbourg, elle est pas méritée. Parce que Strasbourg, ils ont marqué les 2 fois en première mi-temps où ils ont franchi la ronde centrale. Même si Lyon a réduit le score sur un penalty cadeau, en deuxième période, Strasbourg ne respirait plus. Le match se passait quasiment dans les 6 mètres de Strasbourg. Donc c'est une défaite malheureuse. Le problème de cette défaite malheureuse, c'est qu'elle arrive derrière beaucoup de défaites totalement méritées, comme celle par exemple contre Clermont au Groupama Stadion. Le pétage de plomb de Toko et Cambi, je le comprends parce que ce joueur se fait massacrer par le public depuis 10 mois. Alors les supporters lyonnais me diront oui, mais il est nul depuis 10 mois. Peut-être qu'il y a aussi une relation de cause à effet et que quand un joueur se sent à ce point rejeté par ses supporters, il en génère une forme de mal-être qui l'empêche de performer. Moi, je trouve que c'est plutôt un bon joueur et que moi je lui conseillerais de partir et d'éclore dans un autre contexte probablement plus favorable. Quant à l'avenue de John Textor, c'est tout à fait personnel ce que je vais dire, mais je le sens pas. C'est un peu un délit de sale gueule, mais je sais pas, je sens pas le mec concerné. Voilà, j'espère pour l'avenir de l'OL me tromper, mais je suis pas convaincu. Salut Pierre, tu penses que Rennes jouera l'Europe l'année prochaine? Suite à la blessure Terrier, on dirait que l'équipe est en manque de souffle. Merci de ta réponse. Alors évidemment, la question, elle était avant cette belle victoire contre le PSG et ces bons choix tactiques de Genesio, même si c'était évidemment pas la configuration annoncée de Rennes joueur. Là, c'était un Rennes très attentiste, 65% de possession de balle pour Paris, mais malgré ça, c'est eux qui ont eu les plus belles occasions. Ils ont des bons joueurs. Terrier, c'est dur à remplacer parce que un joueur de côté qui marque des buts comme ça, c'est très rare. C'est certainement pas Doku qui va le remplacer. Maintenant, il faut voir, c'est toujours pareil. Contre Paris, tu fais le match de ta vie. C'était un peu aussi le cas de Lens. Faut voir que les prestations de Lens depuis le match de Paris sont nettement moins abouties.
Rennes, c'était avant le match de Paris, que c'était pas top. Faudra voir si ce match leur a redonné un nouvel élan ou si c'était juste un coup de surénergie parce que c'était Paris. Ça, on peut pas savoir, mais en général, les équipes qui jouent le PSG ont un contre-coup derrière.